La petite princesse s'en va combattre le dragon. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur mon curieux booktube féministe. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de science-fiction et de la façon dont depuis quelques années, les héroïnes prennent le pouvoir dans les romans de SF à destination des adolescents et des adolescentes. Commençons par quelques idées reçues. Est-ce que si je vous dis science-fiction, vous imaginez en premier lieu des extraterrestres, des vaisseaux spatiaux, des combats intergalactiques? Je pense que dans nos imaginaires, c'est ainsi que l'on visualise le plus instinctivement la science-fiction. Et je suis à peu près sûre que si je vous demandais de choisir une image pour représenter la SF, la majorité d'entre vous choisirait une soucoupe volante ou un robot. Oui, la science-fiction renvoie évidemment à des récits basés sur la science, sur la technologie, mais depuis les années 1960 environ, elle est beaucoup plus multiple parce qu'elle va intégrer aussi des sciences humaines, comme par exemple la sociologie ou l'anthropologie. Et il se peut donc que vous lisiez de la science-fiction sans même vous en rendre compte. Parmi les sous-genres de la science-fiction, au-delà de ce qu'on appelle la hard SF, et qui elle pour le coup va mettre l'accent sur des détails scientifiques, techniques, on va rencontrer en fait beaucoup de sous-genres. Certains de ces sous-genres vont être liés à la notion de temps. C'est par exemple tous les récits de voyage dans le temps avec tous les paradoxes temporels que cela suppose. Toujours sur cette question du temps, la SF inclut aussi les uchronies qui vont prendre pour point de départ une situation historique existante et en modifier l'issue. Par exemple, que se serait-il passé si JFK n'avait pas été assassiné, si les Alliés n'avaient pas remporté la Seconde Guerre mondiale, etc. Sur une autre thématique phare de la science-fiction, celle de l'espace, on va rencontrer notamment le space opéra. Le space opéra, il va impliquer des voyages interstellaires, des voyages interplanétaires. Il va impliquer également des récits d'aventures épiques ou dramatiques dans un cadre géopolitique complexe. Dans l'espace encore, on peut également trouver de la space fantasy, où le space opéra va rencontrer des éléments typiques de la fantasy, tels que par exemple la quête initiatique ou la présence de magie. On va trouver également ce que l'on appelle des planètes opéra, où l'action va se dérouler sur une mystérieuse planète étrangère dont il s'agit de découvrir et de comprendre les caractéristiques en termes de faune, de flore ou de ressources. Enfin, je vous expliquais que la science-fiction avait été marquée par l'apparition des sciences humaines dans ces récits, avec plus spécifiquement deux sous-genres que l'on va beaucoup retrouver dans la littérature ado et young adulte. Le premier, c'est la dystopie, que l'on peut considérer comme une utopie qui aurait mal tourné. Et le second, c'est le post-apocalyptique, que je vais souvent réduire en post-apo, dans lequel le monde qui nous est présenté donc, a vécu une apocalypse, une catastrophe qui a totalement réinterrogé la société telle qu'elle l'était. Cette liste de sous-genres que je viens de vous présenter n'est évidemment pas exhaustive, mais si vous étiez un peu perdu dans les univers de l'ASF, j'espère que ça vous aura donné quelques idées sur ce que l'on peut y trouver. Je vous parle de ça parce que parmi les stéréotypes concernant la SF, il y en a un qui voudrait que ce soit un genre littéraire pour les garçons. Serait-ce parce qu'il contient le mot science et que les sciences, c'est évidemment pour les garçons? Peut-être. Pourtant, le roman considéré par beaucoup comme le premier roman de SF est l'œuvre d'une femme, puisqu'il s'agit du roman Frankenstein de Mary Shelley, publié dans sa version originale en 1818. C'est la première fois qu'un roman fantastique repose sur des bases scientifiques, avec notamment l'introduction de l'archétype du savant fou. Et c'est aussi la première fois que la technologie est utilisée
pour des réalisations allant au-delà de la science de l'époque. Il est vrai néanmoins que jusque dans les années 1960, les romans de SF sont pour la grande majorité l'œuvre d'auteurs masculins mettant en scène des héros masculins et écrivant pour un lectorat masculin. En 1969, le roman La main gauche de la nuit d'Ursula Le Guin, qui est considérée comme l'une des principales autrices de science-fiction, est le premier à avoir une portée féministe forte et avant-gardiste. L'autrice imagine une planète sur laquelle les différences de genre n'existent pas, car le genre y est non nécessaire. Tout le monde y est neutre. Je ne vais pas m'étendre sur l'évolution féministe de la science-fiction, parce que je pense que je pourrais y consacrer une vidéo à part entière, et là j'ai surtout envie de vous présenter quelques romans ados et young adultes. Mais si le sujet vous intéresse, je vous invite à aller écouter en replay sur le site de France Culture l'émission à la méthode scientifique, donc consacrée à la SF féministe, et je vous mets le lien en présentation de la vidéo. Pour en revenir à la SF ado et young adulte, celle-ci est fortement marquée depuis la sortie de la trilogie Hunger Games de Suzanne Collins en 2008 par la dystopie. Des dystopies qui ne sont pas nécessairement féministes, mais qui pour beaucoup d'entre elles sont féminines, et déjà, ce n'est pas rien. Je vous ai déjà parlé plusieurs fois de l'importance de la représentativité dans la littérature et encore plus dans la littérature de jeunesse. Et je vais vous en parler encore une fois parce que oui, ce n'est pas anodin d'avoir dans un récit, et a fortiori dans un récit de science-fiction, donc considéré comme un genre plus masculin, donc d'avoir dans ces récits des héroïnes qui sont actives, qui portent le récit. Certaines dystopies, dans la lignée de La Servante écarlate de Margaret Atwood, qui a été publiée en 1985, prennent par contre, elles, le parti d'être résolument féministes en mettant en scène des univers dystopiques dans lesquels la place de la femme dans la société est devenue excessivement problématique. Et c'est un euphémisme, avec souvent la dépossession de leur corps, de leur voix, de leurs droits. Je ne vais pas m'étendre non plus sur le sujet de la dystopie féministe parce que j'ai déjà réalisé 2 vidéos sur le sujet, sur 2 romans que j'avais beaucoup aimés et que je vous conseille. Le premier, c'était Féline de Stéphane Servan qui a été publié au Rouergue en 2019. Et le second et plus récent, c'est L'année de grâce de Kim Leggett qui a été publié chez Casterman en 2020. Ensuite, et surtout, j'avais envie de partager avec vous les lectures qui ont inspiré la thématique de cette vidéo, ou 3 romans de SF, ados et young adultes, que j'ai lus tout récemment. Moi qui dis souvent que je ne lis pas beaucoup de SF. La première a été une vraie surprise car elle appartient à un sous-genre que pour le coup je lis vraiment très peu, voire pas du tout. Il s'agit du space opéra. Il y a d'ailleurs aussi une partie planète opéra dans ce roman. Il s'agit de La honte de la galaxie d'Alexis Broca qui a été publié chez Sarbacane en 2020. J'ai lu ce roman avec beaucoup de curiosité parce que j'ai l'impression que le space opéra n'est d'ailleurs pas un sous-genre qui soit très représenté dans la littérature ado et young adulte, à part peut-être du côté d'Amy Kaufman et Jay Christophe avec Illuminae et Aurora Squad, mais que je n'ai d'ailleurs pas lu. Donc oui, un space opéra young adulte qui se déroule en l'an 300 000 et des poussières, avec une jeune héroïne de 17 ans, Mérima. Ça m'intriguait, et encore plus quand cette héroïne est un prodige déchu de la flotte, une unité guerrière qui envoie des fillettes dopées aux hormones dans des missions suicides contre l'ennemi. C'est un roman que j'ai beaucoup apprécié, c'est un roman très dense qui se déroule sur plusieurs dizaines d'années, avec beaucoup de mystères, de combats et de trahisons, et aussi et surtout une réflexion sur ces valeurs et ces haines que l'on nous inculque et de la façon dont on peut peut-être s'en libérer. Parce que oui, en dépit de vaisseaux spatiaux, en dépit de planètes lointaines, la science-fiction nous parle aussi et surtout de nous, ici, aujourd'hui. Et je crois que c'est aussi pour ça qu'on l'aime.
Toujours chez Sarbacane, j'ai eu une deuxième très belle surprise avec le roman Félicratie d'Hélène Lenoir qui a été publié en mars 2021. C'est un roman qui a été pour moi un vrai coup de cœur pour plusieurs raisons, et notamment son côté what the fuck totalement assumé, et le fait qu'il soit très drôle, alors même qu'il s'agit d'un roman post-apo. Imaginez une invasion extraterrestre. 99% de la population a été annihilée, et les 1% restants sont devenus plus ou moins des animaux de compagnie pour les envahisseurs qui adorent les habiller de pyjamas en pilou pastel. Les humains, les humaines, sont plus ou moins devenus des chats. Les vrais chats, quant à eux, ont aussi été exterminés car les envahisseurs ont un seul point faible, une allergie absolue à leurs poils. Mais voilà que nos deux personnages principaux, Rose et Yacine, qui sont humains et humaines de compagnie, découvrent par inadvertance une portée de chatons. Ça va les amener dans une aventure assez incroyable qui va se terminer dans l'espace. Entre le pyjama en pilou et l'espace, nos héros et héroïnes vont aussi se confronter à un monde post-apocalyptique tel qu'on a plus souvent l'habitude de le voir dans ce type de récit. Moi du moins, parce que je pense que c'est le moment de vous avouer que le post-apo est mon sous-genre de la SF préféré. Sans doute parce qu'il est le plus proche de nous, de l'humain, dans ce qu'il peut avoir de meilleur et de pire. Surtout de pire. Point bonus à Félicratie, l'autrice évite avec beaucoup de malice ce cliché absolu qu'aurait constitué une romance entre les deux personnages principaux. Et elle va au contraire construire entre Rose et Yacine une très belle relation d'amitié. Et elle va aussi introduire une touche de diversité. Le personnage de Rose est vraiment original, c'est vraiment une héroïne comme on en voit peu et je vous invite vraiment à découvrir ce roman, à découvrir cette héroïne. Et un dernier argument en faveur de Félicratie, si je ne vous ai pas encore convaincu, c'est que la grammaire y joue un rôle d'arme de destruction massive. C'est tout ce que j'ai à dire. Dernière lecture que je viens tout juste de terminer, il s'agit du roman Bépocalypse d'Ariel Holtz qui a été publié à l'École des loisirs en 2020. C'est à nouveau un roman post-apo, mais qui présente un univers que j'ai trouvé vraiment original et qui va nous changer des virus et des zombies, même si en vrai j'adore les histoires de zombies. Quand ce roman débute, une météorite a heurté la Terre il y a plusieurs années et cela a entraîné des catastrophes naturelles qui ont elles-mêmes entraîné des catastrophes nucléaires qui ont abouti à un certain nombre de mutations humaines, animales et végétales. La ville de Concordia, où évolue notre jeune héroïne Samsara, est entourée d'un brouillard toxique qui la coupe du monde. Et Concordia va être découpée en fait en plusieurs zones dans lesquelles vont continuer de s'appliquer les privilèges de classe, puisque nous avons d'un côté les hédonistes qui ont le confort, la nourriture, le pouvoir, et de l'autre côté, les autres. Certaines des zones de Concordia sont toujours en quarantaine car elles abritent des mutants et des mutantes. C'est d'ailleurs l'un des enjeux principaux du roman puisqu'au début du récit, le conseil de la ville va décider d'ouvrir le parc de Spider Grove qui héberge des arachlings qui sont des humains et des humaines qui ont muté jusqu'à devenir des créatures proches des araignées dont on murmure qu'elles seraient cannibales. Encore une fois, la SF parle aussi et surtout de nous et la question qui va sous-tendre en fait le roman est celle de ce qui constitue l'humanité. Se pourrait-il que celles et ceux que l'on qualifie de monstres soient en réalité plus humains que les humains eux-mêmes ? Je vous laisse méditer là-dessus. Voilà pour cette 30e vidéo. J'espère vous avoir convaincu que la science-fiction pouvait être multiple et que même si vous n'aimez pas les combats spatiaux et les galaxies fort lointaines, vous pourrez y trouver des choses qui peuvent vraiment vous intéresser, des éléments qui se rapprochent de nous et qui sont vraiment le miroir de nos sociétés.
J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce levé, un petit commentaire, à partager les romans de science-fiction, ados, young adultes ou jeunesse, parce que je vous ai parlé surtout d'ados et young adultes, mais la SF en littérature de jeunesse, donc jusqu'à 10-12 ans, c'est pas si évident que ça à trouver, donc n'hésitez pas à partager tout ça avec moi. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo et à très bientôt. Certaines des zones de Concordia sont toujours en quarantaine parce qu'elles abritent